de loi a été adopté. Dans un instant, la séance continue sur Public Sénat, car vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne, et c'est une première, la déclaration du gouvernement au Parlement sur le projet de programme de stabilité européen. Ce texte contient les prévisions et les engagements de la France en matière de réduction du déficit public et de la dette publique. Il sera ensuite transmis à la Commission européenne. À mes côtés, pour en parler, Jean Arthuis, bonsoir, président de la Commission des finances ici au Sénat. C'est donc une première. Le Parlement va donc débattre de ce programme et ensuite se prononcer par un vote. Est-ce que c'était devenu une nécessité démocratique, cette nouvelle procédure? Certainement. Et c'est sans doute la fin du double langage. La convention était que chaque année, le gouvernement adressait à la Commission de Bruxelles un programme de stabilité qui, à chaque fois, sur une période de 3 à 4 ans, aboutissait à un relatif équilibre des finances publiques. Cette prévision ne s'est jamais vérifiée. Le discours, c'était donc une prévision rigoureuse, mais qui ne se vérifiait pas. Et au plan national, on avait des discours plus accommodants. Ce document qui était transmis à Bruxelles, qui était l'engagement de la France, ne passait pas devant le Parlement. Eh bien, c'est une première. C'est une conquête pour le Parlement. Pour la première fois, le Parlement va se prononcer sur une déclaration du gouvernement, sur une prévision, sur un programme de stabilité transmis à Bruxelles. J'observe que nous entrons dans le semestre budgétaire européen. Désormais, compte tenu de la situation des finances publiques en Europe, les partenaires vont devoir adresser leurs prévisions budgétaires. La Commission se prononcera, examinera, expertisera. Et puis au mois de juin, nous aurons connaissance des observations éventuelles de la Commission. Et ce document reviendra devant le Parlement. Je tiens à ce qu'au Sénat, nous puissions avoir l'occasion de prendre connaissance de ces observations et d'exprimer une résolution qui sera soumise à un vote. Est-ce que ce type de nouvelle procédure aurait pu empêcher ce qu'ont connu la Grèce, à savoir la présentation de comptes publics truqués ou falsifiés? Probablement. En tout cas, la gouvernance européenne a été laxiste au nom du respect de la souveraineté nationale. Chaque État membre était supposé communiquer des documents sincères. Or, manifestement, nos partenaires grecs ne respectaient pas cette sincérité. Et c'est une lacune européenne que de ne pas avoir pris les moyens d'examiner, d'expertiser, de bousculer un peu la souveraineté nationale. Car aujourd'hui, la Grèce est en risque de défaut de paiement, dans une situation budgétairement plus que préoccupante. Il faut venir en aide à la Grèce, mais pour venir en aide aux partenaires grecs, il faut avoir l'assurance qu'il a pris de bonnes résolutions et que ce qui vient de se produire ne va pas se reproduire demain, car ce sont ceux qui ont fait des efforts qui doivent aujourd'hui mettre la main à la poche pour venir en aide à ceux qui ont été quelque peu laxistes. Alors nous avons un devoir collectif de surveillance mutuelle. Si on revient à la situation française, pour respecter ce pacte de stabilité européen, la France doit réduire son déficit public à 3% du PIB. On en est encore loin. L'État doit donc faire un effort à la fois sur les dépenses et les recettes. Pour vous, la Commission des finances du Sénat, vous chiffrez cet effort entre 6 et 10 milliards d'euros. Sur quoi cet effort doit-il porter en priorité? À la fois sur les recettes et sur les dépenses. C'est vrai que le gouvernement a pris une hypothèse de croissance volontariste, excessivement optimiste. Il est à craindre qu'elle ne soit pas respectée. Depuis 10 ans, la croissance est de l'ordre de 1,5, 1,6 en moyenne. Comment peut-on aujourd'hui passer à 2,5 alors que certaines réformes visant à redonner de la compétitivité au travail, à l'économie, n'ont pas été mises en œuvre? Donc soyons prudents. Et cette prudence dans l'estimation des recettes doit se fonder sur une prévision de l'ordre de 2%. C'est plus raisonnable donc, c'est la prévisionnelle de la Commission des finances, une croissance à 2%. Il faut se préparer à des efforts, sans doute en gommant d'autres niches fiscales pour que l'État perçoive plus de ressources et puis en faisant pression à nouveau sur la dépense publique. Il faut à la fois faire pression sur la dépense et être conscient qu'il faudra bien, pour équilibrer les finances publiques, augmenter légèrement les impôts, disons, ne plus accorder des dépenses fiscales qui sont la mauvaise herbe fiscale, les niches.
Merci Jean Arthuis, je vous laisse donc regagner l'hémicycle du Sénat où va donc débuter la déclaration du gouvernement. J'accueille à présent Nicole Bricq qui est la vice-présidente socialiste de la commission des finances du Sénat. Venez à mes côtés Nicole Bricq, bonsoir. Alors donc c'est une première hein, ce vote. Est-ce que le programme qui vous est soumis est vous pourriez potentiellement le voter? Ah non, je crains que nous ne puissions pas le faire. Pour la bonne raison qu'il repose sur une hypothèse macroéconomique délibérément, manifestement optimiste. La ministre annonce pour 2012, année électorale, comme on le sait, un chiffre de 2,25%, alors que les conjoncturistes s'accordent plutôt vers 1,8%. Alors c'est très important l'hypothèse macroéconomique. Si elle est exagérément optimiste, ça posera la question que nous avions déjà posée l'année dernière, si la croissance est moins forte, eh bien, comment fait-on? Comment fait le gouvernement? Est-ce qu'il continue à comprimer la dépense ou est-ce qu'il augmente les prélèvements obligatoires de côté recettes? La réponse à la question, nous ne l'avons pas. Donc ça nuit à l'hypothèse de crédibilité. Et cet exercice, dans la forme qui est commun à tous les pays de la zone euro, finalement va jouer sur la dépense, donc sur une austérité au niveau de la zone euro, la condamnant finalement à une croissance faible. Donc il y a un effet multiplicateur concernant à la fois la perte de services publics, le gel par exemple de l'indice des fonctionnaires va entraîner un petit croc dans la consommation de ces ménages. Donc, et en même temps, le gouvernement comprime la dépense, ce qui pèse sur l'économie, fait une hypothèse hasardeuse de croissance et ne joue pas du tout sur le volet recettes parce que il ne veut pas afficher une hausse. C'est impopulaire à l'approche de la présidentielle, le volet recettes. Il ne veut pas afficher une hausse des prélèvements obligatoires, bien que déjà, avec la loi de finances pour 2011, il y a eu une augmentation et on est revenu au même niveau qu'en 2007, avant la crise. Et on se rend compte que la promesse qu'avait faite le président de la République au début de son mandat de baisser les prélèvements obligatoires de 4 points, évidemment, ne sera pas tenue de la même manière que la croissance qu'il devait aller chercher avec les dents ne sera pas au rendez-vous, n'est pas au rendez-vous. Donc le gouvernement fait un peu comme si tous les clignotants de l'économie étaient au vert et à partir de là, il n'y a pas de crédibilité à cet exercice. Vous allez voter contre, c'est ce qu'on va voir, la séance a débuté. Voilà, c'est-à-dire que nous, pas de crédibilité de l'hypothèse macroéconomique, aucune action sur le volontariste, sur le volet recettes, et je pense notamment aux nombreuses niches fiscales qui sont évaluées dans la période la plus récente à 100 milliards d'euros. Bon, je rappelle que le Parti socialiste, dans l'engagement qu'il a pris à partir de 2012 de jouer sur les niches fiscales à hauteur de 50 milliards d'euros, est quand même plus réaliste que ne l'est le gouvernement. Alors s'il s'agit, et Madame Lagarde a dit, elle va nous le répéter, qu'il fallait absolument que la France garde le triple A. Donc ça veut dire que cet exercice commun à tous les pays de la zone euro se fait certainement sous l'œil des marchés financiers. En revanche, il ne se fait pas dans la clarté sous l'œil des peuples. Merci Nicole Bricq, on va vous laisser regagner l'hémicycle du Sénat car la séance a débuté et on écoute tout de suite Christine Lagarde, la ministre de l'économie. Stabilité budgétaire, à réduire le chômage par des réformes du marché du travail et à déployer de nouveaux efforts afin de renforcer la croissance. Tous les États membres traduiront ces priorités en mesures concrètes qu'ils incluront dans leurs programmes de stabilité ou de convergence et leurs programmes nationaux de réforme. Nous sommes là quelques mois plus tard et c'est à l'occasion donc de ce Conseil du 25 mars que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'aller au-delà de ce simple pacte de stabilité et de croissance qui nous amène à regarder essentiellement le compteur du déficit et le compteur de la dette, à aller au-delà et à s'appliquer précisément à définir ensemble un cadre macroéconomique, à définir ensemble des objectifs de compétitivité et à s'indiquer les uns les autres quels moyens nous mettons au service de ces politiques. L'objectif de ce semestre européen est donc double. D'une part, l'organisation de débats au premier semestre sur les programmes de stabilité et de convergence et sur les programmes de réformes structurelles.
qui permettra ainsi une meilleure coordination en amont de nos politiques économiques. C'est en effet pleinement le sens du débat que nous avons aujourd'hui à Bruxelles. C'est également, d'ailleurs, pour information, et je le livre à la Haute Assemblée, ce sont exactement les mêmes termes du débat que nous avons actuellement au sein du G20 pour permettre de non seulement coordonner nos politiques économiques, avoir les mêmes analyses, les mêmes approches, mais surtout nous assurer que les politiques économiques que nous mettons en œuvre dans nos régions respectives, dans nos États, sont non seulement propices à nos intérêts nationaux, mais sont également propices et positives à l'égard des intérêts des autres États qui participent à cette même économie mondiale qui est aujourd'hui à l'œuvre. Voilà pour ces quelques mots d'introduction en matière de semestre européen et en matière donc de démarche que nous appliquons à non seulement une zone monétaire, un pacte de stabilité et de croissance, mais également un pacte de compétitivité et de convergence qui nous amène donc à comparer, à évaluer, à mesurer les effets internes, mais également les effets externes, ce qu'on appelle les fameuses spillover en jargon économique type G20, type Fonds monétaire international, pour nous assurer de la meilleure efficacité des politiques que nous déterminons. Quelques mots maintenant sur le cadrage macroéconomique que nous avons retenu. Je vous rappelle qu'à l'occasion de la clôture des comptes France de l'année 2010, nous avons pu constater que l'économie française a repris le chemin de la croissance, puisque la croissance confirmée par les chiffres de l'INSEE s'est élevée à 1,5%, conformément à la prévision inscrite dans le programme de stabilité de janvier 2010 et dans le projet de loi de finances pour 2011. La croissance n'est plus seulement maintenant alimentée par différents plans de relance, les nôtres et ceux qui avaient été impulsés par les États voisins avec lesquels nous commerçons. Elle est plus autonome, elle est alimentée essentiellement plus par l'investissement privé que par l'investissement public et également toujours par la consommation des ménages qui n'a jamais fléchi en France durant aucun trimestre depuis le début de la crise financière puis économique qui a frappé notre pays. Pour l'année 2011, je maintiens la prévision de 2%. Identique à celle du projet de loi de finances pour 2011, nous avons tenu compte évidemment d'un certain nombre de facteurs, des facteurs négatifs, des facteurs positifs. Au titre des facteurs négatifs, on peut retenir bien entendu la hausse du prix des matières premières, pas seulement celle des produits pétroliers, mais également celle d'un certain nombre d'autres matières premières. Je pense également aux matières premières agricoles. Cette prise en compte de la hausse des matières premières nous a amené à relever notre prévision d'inflation de 1,5 à 1,8% pour l'année 2011. Deuxième facteur qui présente à la fois du négatif et du positif, c'est le niveau plus élevé de l'euro qu'à l'époque à laquelle nous avons procédé à nos premières prévisions. Ce niveau élevé de l'euro, bien entendu, a un effet que l'on peut considérer comme négatif pour ceux des exportateurs qui ont leur base coût en euros. Elle a évidemment un effet positif dès lors qu'il s'agit de régler un certain nombre de factures. Je pense notamment aux factures énergétiques, dès lors que ces produits-là sont, eux, vendus et cotés en valeur dollar. Troisième aspect négatif qui vient évidemment impacter l'année 2011 et nos prévisions, c'est la situation catastrophique de l'économie japonaise, frappée par les catastrophes naturelles et leur succès d'année au cours des dernières semaines et qui amène non seulement cette économie à fléchir d'un montant qui varie entre 1,5 et 3% selon les estimations des différents économistes, mais qui a aussi pour effet de tarir ou de devoir trouver des sources alternatives aux approvisionnements qui sont nécessaires à nos chaînes de fabrication sur un certain nombre de produits, notamment des produits électroniques stratégiques. Dans la série des plus, puisque là nous abordions les moins, dans la série des plus pour l'année 2011, on peut considérer d'abord que le chiffre de création d'emplois pour l'année 2010, je le rappelle, 125 000 créations nettes d'emplois. Pour l'année 2011, une prévision révisée par l'INSEE à pratiquement 80 000 créations nettes d'emplois. Je vous indique au passage d'ailleurs que le chiffre le plus récent en matière d'emploi, qui date d'il y a à peu près quelques minutes, indique que au titre du mois de février, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 0,8%, soit un peu plus de 20 000 demandeurs d'emploi en moins, ce qui confirme ainsi les tendances que nous observons maintenant depuis l'année 2010 et qui semblent confortées à nouveau par ces chiffres du mois de février. Deuxième aspect positif, ce sont évidemment les enquêtes de conjoncture. Enquêtes de conjoncture qui sont réalisées par l'INSEE auprès des chefs d'entreprise et qui indiquent que la plupart d'entre eux ont une appréciation positive, voire très positive, non seulement pour leur carnet de commandes, mais pour leurs prévisions de reconstitution de stock et pour leurs prévisions d'activité sur l'année 2011 et tout particulièrement sur le premier semestre.
On est en cela conforté par les révisions de prévisions qui ont été effectuées par l'OCDE au titre à la fois du premier semestre et de l'ensemble de l'année 2011, puisque l'OCDE prévoit un relèvement à plus 0,9 et plus 0,7 au titre de ces deux semestres. La prévision de l'INSEE étant également révisée elle aussi à plus 0,6 pour le premier semestre et maintenue à plus 0,4 pour le deuxième. Je parle des trimestres, pardon, T1, T2. Troisième aspect positif, c'est évidemment la consommation des ménages qui, je le disais tout à l'heure, n'a pas fléchi depuis le début de la crise mesurée en trimestre et qui, pour l'instant, en dépit d'un certain nombre de craintes qu'on aurait pu avoir, en particulier à raison de la cessation de la prime à la casse, en particulier, qui demeure bien orientée et qui continue à soutenir durablement la croissance française. L'ensemble de ces facteurs négatifs et positifs tentent, de mon point de vue, à s'équilibrer et cela justifie parfaitement, me semble-t-il, que nous maintenions notre prévision de croissance à 2%. Nous sommes en cela rejoints d'ailleurs par la révision de croissance qui a été effectuée par l'OCDE il y a maintenant quelques semaines et qui prévoit pour la France une augmentation de la croissance de 2%, voire un peu plus de 2%. L'activité devrait accélérer pendant cette année 2011 en vertu de quoi? En vertu d'une part du mouvement des exportations, dont je vous rappelle que sur les 6 derniers mois, ils augmentent au même rythme que les exportations allemandes. Deuxièmement, grâce à l'investissement aussi bien des entreprises que des ménages. Les chefs d'entreprise des industries manufacturières prévoient, je rappelais tout à l'heure les enquêtes de conjoncture de l'INSEE, prévoient une augmentation de leurs investissements de l'ordre de 14% sur l'année 2011. Je crois que la réforme de la taxe professionnelle et l'incitation à l'investissement en équipement et biens mobiliers sur le territoire français est en train de produire ses effets. J'ajoute, puisqu'il s'agit d'un indicateur qui est souvent utilisé et souvent pertinent également, que le nombre des permis de construire qui a été donc mis en demande tel qu'il est mesuré au mois de mars est en augmentation, lui, sur une période de 12 mois de 17%. Troisième facteur de nature à lui aussi soutenir l'activité pendant l'année 2011, qui sera un troisième moteur de cette activité, c'est le cycle des stocks. On s'aperçoit quand on interroge les chefs d'entreprise que le niveau de leurs stocks est bas, qu'ils ont très peu reconstitué pendant l'année 2010, contrairement à un certain nombre de pays voisins, notamment l'Allemagne, et que par conséquent, nous allons assister pendant le début de l'année 2011 à un mouvement de reconstitution des stocks qui sera important. Enfin, dernier facteur qui là aussi va constituer un moteur de croissance, ce sont les créations nettes d'emplois, dont je vous le rappelle, l'INSEE a chiffré le volume pour le premier semestre à pratiquement 80 000 et dont nous espérons en tout cas qu'il sera nettement supérieur à celui de l'année 2010 où, je vous rappelle, l'économie française a créé plus 125 000 emplois nets au cours de l'exercice. Concernant 2012, sur l'année 2012, je prévois une croissance qui sera ramenée à 2,25%, ou plutôt qui sera portée à 2,25%, puisqu'on viendra de 2% en 2011. L'activité s'accélérerait grâce à la dynamique de l'investissement et grâce à la poursuite de l'amélioration du marché du travail. Elle accélérera également grâce à un certain nombre des réformes structurelles que nous avons engagées depuis 2008, je le rappelle, crédit impôt recherche, investissement d'avenir, suppression de la taxe professionnelle, réforme des retraites, qui toutes devraient contribuer à renforcer la croissance. Je rappelle en particulier qu'en ce qui concerne la réforme des retraites, nous prévoyons que sur une période de 10 ans, son impact direct sur la croissance est mesuré à 0,3% par année. Pour autant, les incertitudes pesant sur l'investissement international nous incitent à réviser légèrement, puisque nous avions prévu initialement une croissance de 2,5%, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres prévisions et d'autres documents d'autres parties. Cette prévision de croissance pour 2012 est légèrement plus prudente qu'auparavant. Je l'ai rabaissée de 0,25%. D'une part, parce que le pétrole se situe à un taux qui est nettement plus élevé que le taux auquel nous avions fait nos prévisions initiales. Et puis d'autre part, parce que les crises qui sont liées au phénomène de dette souveraine et de difficultés de refinancement d'un certain nombre d'États, pas seulement d'ailleurs en Europe, entraînera sans aucun doute un effort de consolidation budgétaire important en Europe, mais ailleurs également, ce qui tendra probablement à diminuer le volume de la demande qui est adressée à la France par l'étranger. Troisième et dernier point, je voudrais vous indiquer à quel point il nous paraît indispensable que la France respecte sa trajectoire de finances publiques. Le déficit public 2010 s'est révélé moins élevé que prévu. Nous avions initialement prévu 8,5, puis 8,2, puis plus récemment
moins 7,7%. Ce chiffre a été ramené, vous le savez, à 7%, ce qui nous permet de rajuster là aussi la prévision du déficit pour l'année 2010 à 5,7% et non pas à 6% comme initialement envisagé. Je laisserai bien sûr à François Baroin le soin de détailler la trajectoire de notre déficit. Je veux simplement ici rappeler l'engagement très ferme du gouvernement à respecter, quoi qu'il arrive, cette trajectoire, quelles que soient les conditions économiques. Notre programme de stabilité prévoit un ajustement structurel total sur la période 2010-2013 supérieur à 4 points de produit intérieur brut. C'est la demande qui nous avait été adressée par nos partenaires européens. C'est l'engagement que nous avons pris également vis-à-vis d'eux. Je veux redire également l'attachement de notre gouvernement à faire porter l'effort particulier pour diminuer le déficit sur la réduction de la dépense plutôt que sur l'augmentation de la recette, bien sûr. Et cette maîtrise des dépenses, elle passe par un certain nombre de choix, au premier rang desquels la double norme, qui est celle selon laquelle les dépenses totales ne progressent pas plus vite que l'inflation et les dépenses hors intérêt du service de la dette et hors pension des fonctionnaires soient stabilisées en euros constants. Elle repose également sur un objectif ambitieux, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le fameux ONDAM, qui est abaissé de 0,1 point en 2011, puis de nouveau en 2012, pour se stabiliser à plus 2,8 par an. Je voudrais simplement ici souligner que pour la première fois, le pays a tenu son objectif ONDAM et je crois que ça a été vivement apprécié dans un certain nombre de cercles, notamment d'analystes financiers. La réforme des retraites de 2010 contribuera également à la maîtrise des dépenses sur la période. Sa montée en charge rapide permettra en fait de réduire le déficit public de 0,5 point de PIB dès 2013. Je vous rappelle donc une double contribution de cette réforme absolument déterminante. D'abord la réduction du déficit public de 0,5 à partir de 2013 et l'augmentation de la croissance, tout simplement parce qu'il y a plus de travail dans l'économie en période moyenne calculée sur une période de 10 ans de 0,3%. Nous allons poursuivre l'effort de réduction des niches fiscales et sociales. Nous maintenons notre engagement de suppression des niches fiscales et sociales conformément au rythme qui avait été inscrit dans la loi de programmation des finances publiques, c'est-à-dire pour un montant plancher de 11 milliards d'euros sur l'exercice 2011 et 3 milliards par an par la suite. Nous supprimerons en priorité les niches les moins efficaces d'un point de vue socio-économique. Les recettes seront spontanément soutenues par le rebond de l'activité. Les finances publiques bénéficieront de l'intensification de la reprise économique, d'autant plus que la solidité du système bancaire français et le niveau relativement bas de l'endettement des ménages permettront d'envisager une reprise plus dynamique que chez un certain nombre de nos partenaires qui devront consacrer une partie de leurs efforts budgétaires probablement à la restructuration de ces secteurs. Dans ce contexte, les recettes publiques devraient spontanément progresser un peu plus vite que l'activité économique en raison de leur retour progressif à la normale après une très forte baisse observée en 2009. Ainsi, le programme table sur une élasticité moyenne des prélèvements obligatoires au PIB légèrement supérieure à l'unité sur la période 2011-2014. La dette publique à partir de 2013 commencera à véritablement s'infléchir. Elle connaîtra une poursuite de sa progression sur les exercices 2011 et 2012. Ce ratio de dette augmentera en effet de 2,9 et de 1,5 sur les exercices 2011 et 2012. Et à partir de 2013, notre trajectoire de finances publiques garantira un déficit d'exécution inférieur au solde théorique stabilisant la dette. Et on s'aperçoit ensuite, en poursuivant les prévisions, qu'on a une diminution très rapide du volume de notre dette. En conclusion, le programme de stabilité que nous proposons de soumettre à la Commission européenne s'inscrit dans la double logique, d'abord de renforcer la stratégie de consolidation budgétaire à laquelle nous appelle tout simplement notre responsabilité, avec pour objectif de ramener à 3% le déficit dès 2013 et à 2% en 2014, et bien sûr à nous focaliser sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises françaises, de l'économie française en général, par une accentuation d'un certain nombre des dépenses que nous consacrons à l'économie française sur les secteurs privilégiés indispensables de la recherche et du développement. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du gouvernement.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Christine, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Cette présentation intervient, comme l'a évoqué Christine Lagarde, dans le cadre du nouveau calendrier qui institue ce rendez-vous avant que le programme ne soit transmis aux institutions européennes. Je veux faire partager au Sénat cet important changement, cette étape d'une certaine manière décisive dans l'organisation que la France va formaliser à travers les positions qu'elle va défendre, les engagements qu'elle va prendre, et que ce couple exécutif-législatif réuni soit l'occasion pour chacun de mesurer combien la signature France est, à travers le débat qui nous anime, un élément prioritaire pour les politiques publiques que nous portons au nom de nos compatriotes. Christine Lagarde l'a évoqué, si nos finances publiques portent toujours les stigmates de la récession mondiale, une amélioration notable peut d'ores et déjà être constatée. Je ne reviens pas sur les éléments très positifs qui ont été soulignés avec beaucoup d'éclairages pertinents. Je voudrais simplement revenir rapidement sur la trajectoire récente de nos finances publiques qui montre que la stratégie que suit le gouvernement est la bonne dans un tel contexte. Premier élément de réflexion que je souhaite partager avec vous, il s'agit de la mise en lumière de la réalité de la réduction prévue du déficit public en 2010, plus importante que prévu et qui témoigne du fait que les efforts du gouvernement vont dans la bonne direction. L'année 2010, comme vous le savez, s'est achevée sur un déficit public de l'ordre de 7 points de notre richesse nationale. Il s'agit d'une amélioration substantielle par rapport à l'objectif de départ retenu dans la loi de finances initiale pour l'année 2010, qui était, je le rappelle, établi à 8,5% du PIB. Et lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2011, la prévision du déficit public pour 2010 avait été une première fois révisée à la baisse à 7,7. Et nous atterrissons à 7 points du PIB. C'est dire cette réduction et cette trajectoire. Et donc, c'est dire si l'addition des mesures qui vous ont été proposées, qui ont d'ailleurs à certains égards nourri des débats par ailleurs de qualité, même s'ils étaient soulignés de manière animée, nous ont permis de montrer que cette trajectoire était la bonne et surtout d'être avec un temps d'avance au rendez-vous qui font partie de nos engagements vis-à-vis notamment de nos partenaires européens ou des investisseurs, comme l'a évoqué Christine Lagarde. La dette notifiée à la Commission européenne reflète cette amélioration. Elle s'établit pour l'année dernière à 80,7% du PIB contre 82,9% prévu au moment du dernier projet de loi de finances. Ces bons résultats sont dus à plusieurs facteurs. Parmi les principaux, je citerai une reprise de l'économie et de l'emploi plus dynamique que ce qui avait été escompté. Le ministre de l'économie a évoqué les chiffres du chômage qui sont tombés aujourd'hui et qui montrent là encore la continuité de l'effort poursuivi en matière de création d'emplois d'une part et de réduction du chômage d'autre part. Un coût par ailleurs de la réforme de la taxe professionnelle en 2010 moins élevé que les prévisions et enfin le résultat d'un effort collectif de la part de l'ensemble des acteurs de la dépense publique. L'an dernier, nous avons tenu notre engagement de maîtrise des dépenses de l'État. Nous respectons strictement le plafond autorisé et la norme de dépenses qui a été construite sur une base de progression strictement limitée à l'inflation, le zéro volume. Et c'est évidemment ma première responsabilité en tant que ministre du Budget, et c'est la première règle budgétaire, ne pas dépenser 1 euro de plus que l'autorisation donnée par le Parlement. Ce contrat est rempli. Je rappelle au passage que ce plafond de dépenses a été construit sur le fondement d'une prévision d'inflation de 1,2% pour 2010. Or, en réalité, l'inflation a été de 1,5%. Le plafond n'ayant pas été revu à la hausse, cela représente rétrospectivement une moindre dépense d'environ 1 milliard d'euros. Là encore, je tiens à souligner devant vous, à travers ce débat, les efforts poursuivis en la matière de ne pas dériver de cette trajectoire que nous nous sommes imposés. Par ailleurs, l'effort collectif réalisé en 2010 se traduit par une meilleure maîtrise des dépenses sociales et en particulier des dépenses d'assurance maladie. Pour la première fois, en effet, est-il besoin de le redire, mais après tout, la répartition est l'une des premières vertus de la pédagogie. Depuis 1997, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie a été tenu. Il était fixé à 3% en 2010. Il a été établi à 2,9% pour cette année.
Enfin, il me semble important, surtout devant la Haute Assemblée, de préciser que les collectivités locales ont participé à cet effort global de manière non négligeable via la modération de leurs investissements. Tout cela explique les résultats meilleurs que nous avons obtenus en matière de réduction de nos déficits publics. Deuxième sujet que je souhaite aborder devant vous porte sur le programme de stabilité en tant que tel et qui s'inscrit résolument dans le prolongement de cette stratégie que nous venons de développer devant vous. Une stratégie qui est fondée sur la combinaison d'une maîtrise stricte et durable de la dépense publique et de réformes porteuses de croissance. Le gouvernement, en effet, est déterminé à être au rendez-vous des engagements qu'il a pris devant vous et qui sont inscrits dans la loi de programmation des finances publiques. Notre objectif est de ramener le déficit public en deçà de 3% en 2013. Et pour y parvenir, à l'automne dernier, nous nous étions fixé un calendrier clair, un déficit public à 6% du PIB en 2011. Si les huissiers, sous votre autorité, Monsieur le Président, avaient l'amabilité de ne pas trop parler trop fort, puisque nous sommes les plus près par le tropisme naturel de cette expression publique, à 4,6% en 2012, à 3% en 2013 et 2% en 2014. Compte tenu du déficit moins important que prévu pour l'année 2010 et du sérieux avec lequel nous avons préparé avec vous les textes financiers pour 2011, votés à l'automne 2010, nous sommes en mesure de réviser favorablement notre prévision pour cette année, et ce, dès aujourd'hui. Nous nous sommes donc fixé un nouvel objectif de 5,7% de déficit public pour 2011. Ce nouveau seuil à atteindre ne répercute pas l'ensemble des 0,7 points de richesse nationale, car une partie de cette amélioration est liée à des effets non reconductibles les années suivantes, comme c'est par exemple le cas de la révision du coût de la réforme de la taxe professionnelle. Nous l'avons longuement développé, je n'y reviens pas. Pour l'année prochaine, nous avons souhaité maintenir notre objectif de déficit public à 4,6% du PIB. Les bons résultats obtenus en matière de réduction des déficits nous permettent d'éviter de prendre des mesures complémentaires pour compenser la légère révision à la baisse de l'hypothèse de croissance pour 2012, qui passe de 2,5% dans la loi de programmation à 2,25% dans le programme de stabilité qui vous est proposé aujourd'hui. Comme nous l'avons promis, nous tiendrons chaque année nos engagements jusqu'en 2013, mais pour autant, il n'est pas question de précipiter le rythme de réduction des déficits publics. L'effort exigé des Français est déjà considérable, nous en avons conscience, et le gouvernement, nous l'avons longuement développé au cours de nos débats à travers la loi de finances 2011, ne souhaite pas l'accroître à nouveau, ce qui signifierait de renoncer à protéger notamment les publics les plus fragiles et prendre surtout le risque de casser un cycle de croissance encore convalescent. Nous demeurons donc en ligne avec nos engagements pris en loi de programmation des finances publiques. Troisième élément de réflexion et troisième position que le gouvernement soutient devant vous aujourd'hui, le projet de loi de finances pour 2012 sera construit dans le strict respect du budget triennal 2011-2013 dont il constitue la deuxième annuité. Ce budget contribue de manière décisive au redressement des finances publiques puisqu'il a été élaboré dans le respect d'une double norme de dépenses qui fait d'ailleurs l'objet d'un article dédié de la loi de programmation des finances publiques sur la période 2011-2014. D'une part, je rappelle la stabilisation en euros courants, le fameux zéro valeur, des crédits budgétaires et des prélèvements sur recettes au profit de l'Union européenne ainsi que des collectivités locales, hors charge de la dette et des pensions des fonctionnaires de l'État. Nous assumons le passé, mais nous fixons une stabilisation des dépenses, c'est-à-dire qu'on ne fera pas le coût de la vie dans le cadre du déroulé de cette loi de programmation des finances publiques. Deuxième point, une augmentation annuelle des crédits qui sera toujours au maximum égale à l'inflation. C'est le zéro volume sur le périmètre de la norme élargie. Chaque année, c'est donc la norme la plus contraignante qui s'appliquera. Le non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux sera poursuivi en 2012. Cela se traduira par la suppression d'environ 30 000 emplois à temps plein. L'objectif triennal de réduction des dépenses de fonctionnement et d'intervention de 10% sur 3 ans impliquera une diminution de 2,5% pour l'année prochaine, après une baisse de 5% en 2011. Là encore, nous ne nous éloignons pas de la trajectoire des engagements et, je le rappelle, du vote de la représentation nationale de la loi de programmation des finances publiques sur cette période 2011-2014. Par ailleurs, comme en 2011, l'ensemble des concours de l'État aux collectivités locales seront stabilisés en valeur.
à l'exception du fonds de compensation de la TVA, lequel connaît une dynamique autonome. C'est un point important, je le rappelle, car sortir le FCTVA de cette norme de gel des dotations de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales, c'est favoriser le maintien, l'amplification, l'accélération, en clair l'autonomie des collectivités territoriales dans une logique d'investissement. Là encore, ce sera précieux et utile pour irriguer l'économie sur l'ensemble de notre territoire. Les dépenses des autres administrations de sécurité sociale seront elles aussi contenues en lien avec la montée en charge progressive de la réforme des retraites. Corriger des revalorisations, la tendance des prestations vieillesse va effectivement grandement décélérer au cours des années à venir, plus 1,8% en moyenne annuelle pour la période 2012-2014 et contre 2,8% pour 2010 et 2011. Je ne détaillerai pas le volet recettes du programme de stabilité que nous vous soumettons aujourd'hui. Je veux simplement rappeler à ce titre les engagements du gouvernement sur lesquels nous ne transigerons pas. Pas d'augmentation généralisée des impôts, une réforme de la fiscalité du patrimoine qui sera neutre pour les recettes fiscales de l'État sur l'ensemble de la période et une hausse des recettes résultant essentiellement, comme Christine Lagarde l'a évoqué, de la reprise de l'activité et de la réduction des dispositifs fiscaux dérogatoires au droit commun. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, comme vous pouvez le constater, au cœur de notre programme de stabilité 2011-2014, il y a toujours la poursuite d'une stratégie de maîtrise des finances publiques pour un retour rapide à l'équilibre de nos comptes. L'objectif que le gouvernement s'est assigné est inédit, mais il est réaliste, dans la mesure où nous récoltons d'ores et déjà les premiers fruits de cet effort collectif. Ça donne de la crédibilité aux propos que nous tenons devant vous au nom du gouvernement. Nous voulons pérenniser, vous le savez, cette démarche en inscrivant dans la Constitution de nouvelles règles qui viendront encadrer la gestion des finances publiques. L'objectif du gouvernement est clair, inscrire nos efforts dans le long terme, garantir notre modèle social et notre souveraineté nationale pour les générations futures. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Philippe Marini, rapporteur général de la Commission des Finances. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est l'an dernier, en juillet 2010, que, pour la première fois, nous nous sommes exprimés par un vote afin de clôturer le débat d'orientation des finances publiques. Ensuite, en décembre de l'an dernier, lors de la discussion de la loi de programmation des finances publiques 2011-2014, nous avons obtenu le principe d'un vote sur le programme de stabilité avant sa transmission aux autorités communautaires. Et dans le même esprit, si tout se passe comme on peut le souhaiter en ce qui concerne le cheminement du projet de loi de révision constitutionnelle sur la gouvernance des finances publiques, le principe de ce vote devrait figurer dans la Constitution. Cet élément n'est pas dans le texte initial du gouvernement, mais il a fait l'objet d'un amendement voté par la Commission des finances de l'Assemblée nationale et, naturellement, celle du Sénat s'associe à une telle initiative. Il ne s'agit pas là de simples questions de procédure, mais nous sommes au plus profond des enjeux politiques et du rôle du Parlement. Politiquement, économiquement, le programme de stabilité, même s'il se présente de manière austère et macroéconomique, le programme de stabilité, c'est bien la norme supérieure en matière de finances publiques. Il faut que nous le réalisions davantage. Il y a peut-être un élément formel qui y fait obstacle. C'est le fait que ce programme de stabilité, ce document qui nous est soumis ce soir, est formulé non pas en euros, mais dans une autre monnaie, qui est le 10e de point de PIB. C'est une expression plus abstraite. On peut naturellement passer des 10e de point de PIB aux milliards d'euros courants. Mais il faut comprendre qu'au niveau de l'Union européenne, lorsqu'il s'agit de réaliser des comparaisons sur les textes provenant
des différentes nations qui composent l'Union, c'est bien la notion de point ou de dixième de point de PIB qui est l'élément le plus neutre pour procéder à de telles comparaisons. Je vous dis cela parce que vous vous en souvenez, mes chers collègues, lors de la discussion de la loi de programmation en décembre, nous avions obtenu du gouvernement qu'il veuille bien modifier le libellé de cette loi de programmation qui, dorénavant, s'exprime bien en milliards d'euros courants, tant en limite supérieure de dépenses qu'en effort à réaliser en termes de mesures nouvelles sur les recettes. Il est essentiel, mes chers collègues, que nous prenions bien conscience de ce caractère de norme supérieure du texte qui nous est soumis ce soir, malgré son expression abstraite et austère. Il est important aussi du point de vue de l'indépendance nationale et même de la souveraineté nationale que nous prenions cette décision ici, au Parlement français, avant que les autorités communautaires n'expriment leur vision des choses et leurs éventuelles observations. Et c'est toute la logique de ce nouveau semestre européen qu'a commenté très utilement Madame Christine Lagarde. Dorénavant, c'est en avril que commence le cycle budgétaire au Parlement. Et nous le savons aussi, ce projet de programme de stabilité va être examiné par les autorités communautaires et il va revenir. Il va revenir en temps utile pour la préparation des lois financières annuelles, loi de financement de la sécurité sociale et loi de finances de l'État, mais il sera, je le souligne, loisible aux assemblées parlementaires de se saisir de ces retours sous la forme, par exemple, cher président Bizet, de résolutions au sens de l'article 88.4 de la Constitution, compte tenu de l'analyse qui aura été faite par la Commission européenne et le Conseil européen, et le cas échéant, des éléments, des observations, des correctifs qui pourront apparaître à l'issue d'un tel examen. Naturellement, ce présent programme de stabilité est différent des autres. Il est différent des autres pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous n'avons plus droit au double langage. À la vérité, nous n'avons jamais eu le droit de pratiquer un double langage, mais néanmoins nous l'avons fait, car ce que nous disions à l'Europe, nous ne le disions pas à nos concitoyens. Et, Madame Bricq, soyez équitable et veuillez constater avec nous que le présent programme de stabilité est sensiblement meilleur, un peu meilleur que les précédents, et qu'au moins, s'agissant de la période la plus récente, l'évolution qu'il trace est bien conforme à la réalité. C'est réellement la première fois, même si une alouette ne fait pas le printemps, et si cela ne nous donne pas de certitude sur la réalisation que nos finances publiques connaîtront dans les années 2012, 2013 et 2014. Alors, il est clair que nous sommes aujourd'hui dans une situation où de puissantes incitations s'exercent pour que nous ne cédions plus aux facilités et aux délices du double langage que nous étions trop habitués à pratiquer, quelles qu'aient été d'ailleurs les formations politiques au gouvernement, je m'empresse de le rappeler, car c'est une affaire qui a commencé en 1999. Et si autocritique il doit y avoir, à mon sens, il serait bon qu'elle fût collective. Alors, depuis un an en particulier, plusieurs puissantes incitations sont apparues. La première, la plus évidente, c'est la crise des dettes souveraines. Il est tout à fait clair que le couple
coût de l'endettement, proportion de l'endettement par rapport à la richesse nationale domine tout. On fait une matrice, elle figure dans le rapport écrit, et on voit où se situent les États qui, aujourd'hui, sont en grande difficulté, ou sur la sellette. Cela se déduit simplement de la matrice. Et il est tout à fait clair que la zone euro, sa soutenabilité dépend d'un mécanisme de solidarité mis en place à titre provisoire, puis devant faire l'objet à compter de 2013 d'un dispositif pérenne. Mais il est non moins clair que ce dispositif de solidarité repose sur la crédibilité des grands États du cœur de la zone euro et que pour financer le mécanisme de solidarité, il est indispensable que ces grands États bénéficient de la cotation la plus favorable possible et du coût le plus bas possible de notre endettement. Et soyons-en bien conscients, mes chers collègues, lorsque nous nous battons pour cela, lorsque nous nous battons aux côtés du gouvernement pour la convergence vers les 3% en 2013, non seulement nous défendons notre pays contre les risques de dérive, contre les risques d'une nouvelle récession, mais nous défendons aussi la zone euro, car nous ne savons pas ce qu'il adviendrait de nos économies réelles si nous vivions un scénario de discontinuité en la matière. C'est un sujet essentiel et tout dépend de la crédibilité de ce chemin de convergence vers les 3% et vers une dette plafonnée à 60% du produit intérieur brut. Et rappelons-le enfin, mes chers collègues, en 2013, Madame Lagarde nous l'a indiqué, en 2013, à la fin de 2013, nous atteindrons seulement le seuil au-delà duquel la dette en capital cessera d'augmenter. Jusque-là, et quels que soient nos efforts, elle continuera mécaniquement, arithmétiquement, inéluctablement à progresser en termes de proportion de la richesse nationale. Parmi les incitations, naturellement, il y a la réforme du pacte de stabilité. Mme Lagarde a rappelé le cheminement institutionnel. Nous ne savons pas quelle sera son issue finale. Je ne suis pas, en ce qui me concerne, un grand admirateur des sanctions, surtout automatiques, surtout s'adressant à des pays exsangues et à qui l'on demanderait par hypothèse de payer sur des ressources qu'elles ne peuvent plus se procurer des sommes très importantes qui seraient mises en pension auprès des autres États ou de l'Union. Très sincèrement, je ne crois pas que de tels dispositifs, surtout présentés comme automatiques, puissent appartenir au monde réel. Mais les États sauront assurément corriger ce qu'il peut y avoir de trop doctrinaire dans les approches de la Commission. Ils pourront faire confiance au cheminement institutionnel pour parvenir à quelque chose de raisonnable. Il n'en reste pas moins qu'au bout du compte, il y aura plus de contraintes et que cela nous créera plus de devoirs que par le passé. Enfin, troisième incitation, c'est celle que nous allons nous donner, je l'espère, par la Constitution, et c'est un débat très prochain auquel nous sommes conviés. Il s'agira de prendre en compte année par année, en termes de plafond de dépenses, en termes de mesures nouvelles portant sur les recettes, les efforts à réaliser pour respecter la trajectoire. Mais soyons-y très attentifs, mes chers collègues. Cette règle de convergence ne sera opérante que si les hypothèses économiques sur lesquelles elle repose, que si ces hypothèses économiques sont réalistes. Et nous entrons ici dans tout un débat que la Commission s'est efforcée de traiter dans son rapport écrit. Nous faisons référence, car nous aussi vivons à notre façon le semestre européen, aux déplacements que nous venons de réaliser en Grande-Bretagne,
où l'une des premières initiatives du nouveau gouvernement est de créer un office de responsabilité budgétaire pour dire les hypothèses économiques. Aux Pays-Bas, où le Bureau central de planification, créé après 1945 par Jan Tiebergen, est unanimement respecté, et même par toutes les formations politiques qui sont tenues de passer par son crible quand elles annoncent des programmes électoraux. Nous sommes également passés par Berlin, où nous avons observé que le gouvernement fédéral se conforme toujours au consensus des conjoncturistes. Il y a, si je ne me trompe, une dizaine d'instituts qui travaillent très régulièrement sur la conjoncture allemande et systématiquement, le gouvernement prend la moyenne des prévisions issues de ce groupe de conjoncturistes. Et sincèrement, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nous persistons à penser que la fixation du taux de croissance par le gouvernement n'est qu'une apparence, n'est-ce pas? Et que c'est une sorte de calice dont il vaudrait mieux que vous soyez un peu détournés, prenant pour établir les documents budgétaires des hypothèses à la fois prudentes et neutres. Et en ce qui nous concerne, n'ayant pas beaucoup d'imagination, nous pensons toujours que le taux de croissance potentielle de l'économie, c'est-à-dire 2%, est le taux le plus neutre par construction que l'on puisse trouver dans un tel équilibre pluriannuel. Par rapport au programme de stabilité de l'an dernier, plusieurs progrès réels ont été faits. D'abord, les hypothèses d'élasticité des recettes sont un peu plus prudentes, n'est-ce pas? 1,1% par rapport au PIB au lieu de 1,2%. C'est une marge de prudence qu'il convient de souligner. S'agissant des autres observations que nous avions faites, elles doivent être réitérées en ce qui concerne le taux de croissance, et je viens de le faire. Elles doivent être également réitérées, pour une part, en ce qui concerne l'hypothèse d'évolution des dépenses publiques. Il est bien vrai que le taux de 0,6% en volume est très volontariste, mais il est non moins vrai qu'il s'est vérifié pour la première fois en 2010. Il s'est vérifié pour des raisons diverses, pour une part exceptionnelle, fin du plan de relance et modération des investissements des collectivités territoriales, mais il s'est vérifié aussi, il ne faut pas hésiter à le dire, parce que l'évolution de l'ONDAM est plus raisonnable et parce que la réforme des retraites commence ou va commencer à porter ses effets. Également, bien sûr, parce que l'État a été plus raisonnable, plus rigoureux en ce qui concerne la gestion des dépenses des ministères. Donc, nous abordons avec intérêt cet exercice de prévision, tout en observant que, pour une part, et pour les années 2012, 2013, 2014, la réduction du trend, la réduction de la tendance, plus exactement, d'évolution des dépenses publiques n'est pas complètement documentée, n'est-ce pas? Comme ceci ressort du rapport écrit, et à hauteur de 0,5-0,7 points de PIB, il demeure des espaces d'incertitude ou des zones d'ombre, et il est très vraisemblable que le gouvernement sera amené à préciser cela, notamment si la Commission européenne le lui demande. Alors, à ce stade, que peut-on dire en prévision de l'année 2012 ? J'avais lu avec grand intérêt des déclarations faites par le ministre du Budget tout début avril, je n'oserais dire que c'était paru un 1er avril, concernant les efforts supplémentaires à faire et qu'il chiffrait à 6 milliards d'euros dans l'hypothèse d'un taux de croissance de 2% au cours de l'année 2012. La Commission des finances a fait jouer une série de paramètres, on trouvera cela dans notre rapport, et notre
zone s'agissant de l'ordre de grandeur des efforts supplémentaires à faire se situe entre 6 et 10 milliards d'euros, mais nous tenons le même raisonnement et il est assez naturel que la Commission des finances s'efforce d'être particulièrement prudente, car si nous ne l'étions pas, qui le serait dans notre République, mes chers collègues? Donc, s'il y a un regret à émettre, c'est que l'on n'ait pas anticipé dès aujourd'hui cette évolution qui paraît très vraisemblable. Au demeurant, à l'automne prochain, ce ne sera pas une décision plus agréable et plus facile. Et si l'on se trompe dans le sens du pessimisme, ce serait au contraire un élément politiquement très porteur, Madame le ministre, Monsieur le ministre, que de dire que la conjoncture permet d'atténuer des efforts déjà annoncés. Au total, mes chers collègues, ce document mérite tout notre intérêt sur le plan méthodologique, sur le plan technique et en tant qu'il témoigne d'une volonté de convergence et de crédibilité. Et puisque l'année 2012 sera une année tout à fait exceptionnelle, une année charnière, il est essentiel, et je crois que ce sera à la fois l'honneur de ce gouvernement et l'honneur de la majorité parlementaire qui le soutient, que la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale de 2012 soit des documents particulièrement sérieux, crédibles, inattaquables, car c'est assurément sur le terrain de la crédibilité, du respect de la vérité et de la parole donnée que beaucoup de choses se joueront en 2012. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le rapporteur général. Alors, j'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidé par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants. Le groupe pour l'Union pour un mouvement populaire, 33 minutes. Le groupe socialiste, 26 minutes. L'Union centriste, 10 minutes. Le groupe CRCSPG, 10 minutes. Le groupe du Rassemblement démocratique et social, 8 minutes. Et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, 3 minutes. Dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes et je donne la parole à Madame la Présidente Nicole Borvo, Cohen-Seat. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme nous ne sommes pas au conseil d'administration de l'entreprise France, mais au Parlement, je dirais politiquement ce que nous pensons de votre programme de stabilité. Programme de stabilité, encore faudrait-il s'accorder sur le diagnostic. L'Europe est malade, profondément en crise. Elle est malade des politiques ultralibérales menées depuis des années et de leurs conséquences pour les peuples. Les banques, les capitaux, les gros actionnaires se portent bien. Or, ce que vous proposez, c'est de continuer à satisfaire les marchés en imposant toujours plus d'austérité aux peuples européens et toujours moins de solidarité à l'égard des peuples et des pays, par exemple, de l'autre côté de la Méditerranée. Ce qui se passe aujourd'hui avec les migrants tunisiens est honteux. Au lieu de conjuguer efforts et moyens pour faire face à une immigration exceptionnelle, d'ailleurs limitée en nombre et sans doute provisoire, les gouvernements actuels, et par voie de conséquence l'Union européenne, font la démonstration qu'ils ne sont capables que de démagogie et d'irresponsabilité, puisqu'ils ne font que distiller la peur et le rejet, dont les conséquences politiques, on le sait, sont de plus en plus inquiétantes. Pour en revenir à votre projet, vous nous le présentez aujourd'hui en sollicitant l'avis des groupes parlementaires avant de le soumettre à la Commission européenne. Le document dont vous avez tracé les grandes lignes, également appelé Programme national de réforme 2011-2013, vise à évaluer la conformité de nos politiques publiques avec le pacte de compétitivité franco-allemand et autres pactes pour l'euro.
Or, la discussion que nous avons ce soir anticipe sur une disposition de votre projet de loi constitutionnelle déposé devant l'Assemblée nationale et examiné très prochainement, relatif à l'équilibre des finances publiques. Celle-ci prévoit en effet que le Parlement puisse préalablement donner son avis sur le contenu de ce programme. Notre débat n'a pourtant que les apparences de la démocratie. En réalité, cette nouvelle façon de procéder, qui consiste à discuter dès maintenant des grandes orientations budgétaires et sociales du gouvernement, afin d'obtenir le feu vert de la Commission, a pour seul objectif de faire cautionner par le Parlement l'abandon de la souveraineté nationale sur la politique économique et sociale de notre pays. Ceci figure clairement dans les conclusions du dernier Conseil européen des 24 et 25 mars dernier. J'en cite un passage. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques et pour obtenir une large adhésion à ce processus, les parlements nationaux, les partenaires sociaux, les régions et d'autres parties prenantes y seront pleinement associés. Très bien. Cette nouvelle pratique découle directement de graves décisions prises lors des conseils européens, totalement éclipsées d'ailleurs à ce moment-là par la situation en Libye. Désormais en Europe, chaque gouvernement sera tenu de soumettre son budget dès le mois d'avril aux membres de la Commission, à charge pour ceux-ci de proposer des recommandations que les parlements nationaux seront fortement incités à suivre avant le vote de leur propre budget. Un pays qui ne respecterait pas cette discipline budgétaire aveugle s'exposerait alors à des sanctions financières. En outre, chaque pays sera tenu d'inscrire dans sa législation nationale le plafond de déficit public à ne pas dépasser. C'est donc pour cette raison que vous prévoyez en France de graver l'interdiction des déficits publics dans le marbre de la Constitution. C'est une piètre parade, vous l'avouerez, pour empêcher toute alternative à votre politique. D'un commun accord entre les gouvernements européens, la Commission s'est ainsi vue attribuer le pouvoir exorbitant d'examiner les projets budgétaires nationaux pluriannuels selon les seuls critères de l'équilibre financier et de la lutte contre les déficits publics qui sont, avec la libre concurrence, les principaux piliers du dogme libéral. C'est une fois de plus un grave abandon de souveraineté et un déni de démocratie. Cette réunion du Conseil européen a marqué un inquiétant tournant dans l'histoire de la construction européenne. Il s'agit d'un pas de plus vers une Europe fédérale à direction autoritaire, toujours plus imprégnée d'idéologie ultralibérale. On peut même considérer que le 25 mars dernier, l'Europe a subrepticement changé de projet, et cela en toute opacité. En effet, en adoptant ce qu'il est convenu d'appeler le pacte pour l'euro, les dirigeants européens ont mis sur pied une politique qui vise à contraindre leurs gouvernements respectifs à prendre des mesures antisociales. Que ce soit en matière de politique salariale, avec la suppression du principe d'indexation des salaires sur les prix, avec la précarisation des salariés organisés, avec la flexicurité, ou bien encore la réduction des allocations chômage. On voit poindre de nouvelles réductions des retraites au moyen de l'allongement de la durée de cotisation et du recul mécanique de l'âge de départ. Le contre-feu du président de la République, une année charnière dont parlait notre rapporteur, qui a sorti de son chapeau une prime inégalitaire et aux contours mal définis, dont on ne connaît pas très bien le montant, pour les salariés des entreprises qui augmentent les dividendes versés à leurs actionnaires. Ce contre-feu, en quelque sorte, ne peut faire illusion. Ce que vivent les salariés, c'est le blocage des salaires des fonctionnaires, par exemple, une augmentation du SMIC à minima, alors que les prix des produits courants indispensables augmentent de façon inquiétante. Toutes ces mesures sont liées, cohérentes, elles font partie du même ensemble. Car votre politique est conforme aux divers pactes et autres plans d'austérité concoctés avec la chancelière allemande lors des derniers conseils européens. Ces pactes sont présentés comme étant la seule solution pour faire face à la crise financière, dont la financiarisation de l'économie est responsable et dont les salariés font les frais, ceux des pays débiteurs qui supporteront le coût des prêts irresponsables consentis aux banques par les États créanciers. Monsieur Mario Draghi, pressenti pour présider la BCE, ancien vice-président de la banque Goldman Sachs, particulièrement impliqué dans la crise de 2008, est bien placé pour le savoir. C'est socialement injuste et totalement contraire à la défense de l'intérêt général dont se prévalent volontiers nos démocraties européennes. La religion qui inspire les mesures de votre programme de stabilité et de croissance, je préfère d'ailleurs employer le mot
austérité repose sur l'hypothétique amélioration de notre compétitivité économique. C'est un profond changement avec la conception fondée sur le développement par le progrès, qui était en 2000 celle de l'agenda de Lisbonne. Aujourd'hui, plus question d'objectifs concrets de progrès, qu'ils soient économiques, sociaux ou culturels. Seul compte l'impératif de la compétitivité, fondée sur quoi? Sur les seuls critères de rentabilité. Ces pactes rendent sceptiques les peuples d'Europe et suscitent souvent de fortes oppositions, comme l'a encore démontré la récente Euromanifestation de Budapest. Les populations sont lucides, elles comprennent que ces mauvaises réponses à la crise financière abaisseront leur niveau de vie, creuseront les inégalités, développeront le travail précaire et au total accentueront la mise en concurrence des salariés des différents pays, ce qui est le but recherché. Outre l'injustice sociale qui porte en lui, le programme de stabilité que vous nous avez présenté sera à coup sûr économiquement inefficace. Inefficace car contraire à la croissance. En effet, les règles qu'il pose en matière de fixation des salaires, en refusant d'augmenter le pouvoir d'achat, ne peuvent que brider la croissance. En nous proposant ces mesures, vous vous alignez sans sourciller sur les désastreuses politiques conduites depuis 10 ans par la Commission et la Banque centrale européenne. J'en ai dénoncé les conséquences économiques et sociales, nous les vivons tous les jours, mais en matière de croissance dans la zone euro, le résultat par rapport à d'autres régions du monde est tout aussi calamiteux. Or voici que maintenant 3 pays de cette zone sont au bord d'une faillite qui risque de s'étendre à d'autres pays plus importants. Le plan de sauvetage de la Grèce ne fonctionne pas et le Portugal vient d'être sommé par des marchés financiers qui refusent de prendre des risques, de se tourner vers l'Europe et le FMI. Au lieu de vous interroger face à cette situation angoissante et d'examiner s'il ne conviendrait pas de changer radicalement l'orientation de la politique monétaire et de la politique budgétaire, vous persistez. Vous suivez docilement la Commission et la Banque centrale européenne qui ne veulent pas remettre en cause des principes qui ont largement contribué à la crise. Enfin, avec les instruments permettant d'imposer l'austérité dont il s'est doté, le dernier Conseil a en définitive décidé en catimini d'aller au-delà du traité de Lisbonne en le modifiant par révision simplifiée, c'est-à-dire sans consultation des parlements nationaux ni des citoyens. Votre programme de stabilité n'est que la déclinaison française des décisions prises ailleurs. Elles appauvrissent les peuples et accentuent leur défiance à l'égard de la politique et des institutions européennes. Comme viennent à nouveau de le montrer les élections en Finlande, par exemple, elles risquent aussi de les jeter dans les bras des eurosceptiques et de l'extrême droite. Pour notre part, nous prenons un autre projet, une autre logique. Je n'en évoquerai que une mesure importante qui me paraît aujourd'hui est intéressante. Elle consiste en la création d'un fonds européen de développement social destiné à financer à taux très bas ou nul des investissements publics créateurs d'emplois, développant la formation, la recherche, les services publics, les infrastructures et des réalisations en matière d'environnement. Pour se dégager de l'emprise étouffante des marchés financiers, ce fonds devrait pouvoir utiliser la compétence de la BCE à créer de la monnaie afin de lui éviter de se soumettre aux exigences spéculatives des investisseurs. Telles sont, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les motivations profondes de notre groupe pour voter résolument contre le projet de programme de stabilité que vous nous avez brièvement présenté. Merci, Présidente. Et la parole est à Denis Badré pour l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la séance qui nous réunit ce soir est historique. Monsieur le Ministre, vous avez choisi, Monsieur le Ministre, de souligner d'entrée, à l'instant, combien a du sens pour la France comme pour l'Europe l'engagement conjoint et solennel de l'exécutif et du Parlement français sur la transmission de notre programme pluriannuel à Bruxelles. Le Parlement, donc, va se prononcer sur le programme de stabilité que le gouvernement envoie à Bruxelles.
Le Sénat a la parole pour se prononcer, ça lui sera plus facile que moi, sur cet acte qui engage le pilotage pluriannuel de nos finances publiques et bien sûr, par voie de conséquence, la préparation du budget annuel. Prévue par l'article 121 du traité sur l'Union européenne, la transmission des programmes de stabilité est un jalon essentiel de l'information que la France donne de l'état de son économie et de ses finances à la Commission européenne et, puisque nous sommes liés, j'insiste, dans une démarche intergouvernementale, élément que nous donnons, j'ose dire, en premier lieu à nos partenaires européens. Le programme pluriannuel 2011-2014 innove à la fois sur la forme et sur le fond. Au plan de la forme d'abord, le groupe de l'Union centriste se félicite de l'engagement pris par le gouvernement de soumettre ce programme au vote du Parlement. Il se félicite et il vous en remercie. La séance de ce soir donne un avant-goût des dispositions prévues par le projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques. Cette pratique ne peut que renforcer le chaînage vertueux des finances publiques avant même qu'on entre dans le cycle qu'inaugurera le collectif budgétaire du printemps. C'est un gage de plus grande lisibilité des perspectives financières du pays et, Madame Borvo, j'ose le dire, de meilleure démocratie, puisque vous en parliez à l'instant. Le principe du consentement à l'impôt, même lorsque nous sommes liés à 27, doit rester une base de la démocratie. On s'en donne les moyens ici. Nous innovons ensuite sur le fond. Je note avec quelle prudence le gouvernement a modifié ses prévisions de croissance pour 2011 et 2012. Les prévisions fixées respectivement à 2 et 2,25% semblent fondées sur une analyse relativement réaliste des performances économiques du pays. Le rapporteur général parlait à l'instant des taux les plus neutres et je pense que c'était bien. Je veux saluer ici le travail réalisé par notre rapporteur général, Philippe Marini, dans son rapport sur la loi de programmation pluriannuelle. La Commission des finances du Sénat a très justement pointé les failles et les limites des programmations pluriannuelles, qu'elles soient nationales ou européennes. Sans une hypothèse de croissance crédible et solide, aucun gouvernement ne saurait avoir une estimation fiable de ses recettes. Et sans objectif ou plafond de dépenses, aucun gouvernement ne saurait assainir durablement ses finances publiques. Ce qu'on pourrait appeler le risque budgétaire est désormais largement répandu dans les pays occidentaux. Il pèse aussi, directement et indirectement, sur la France. L'heure n'est plus aux déclarations d'intention ou aux présentations optimistes. Il nous faut faire preuve aujourd'hui d'une responsabilité très engagée en matière de finances publiques. Il y a un an, presque jour pour jour, les Européens étaient au chevet de nos amis grecs, dont la dette publique faisait alors l'objet d'attaques spéculatives, assez largement justifiées d'ailleurs. L'Irlande, dès l'automne, a elle aussi vu sa dette souveraine l'entraîner dans la crise. Et le Portugal est dans la tourmente, sans perspective financière encore vraiment restaurée. On craint que d'autres suivent. Comme disait le fabuliste, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient atteints. Heureusement, solidarité oblige, personne ne meurt. Et c'est d'abord aux spéculateurs que nous avons déclaré la guerre en affichant une solidarité européenne sans faille. La contrepartie de cette solidarité est évidemment un droit de regard mutuel et une rigueur partagée. À ce titre, la France se doit être exemplaire. Ce n'est malheureusement pas encore tout à fait le cas. Nous n'avons pas voté un seul budget en équilibre depuis 1975. La limite de 3% du PIB fixée à l'article 126 du traité sur l'Union européenne n'a été respectée qu'une année sur deux au cours de la dernière décennie. En 2010, le déficit public a dépassé le triste record des 7% de PIB, dépassant 130 milliards d'euros, projetant notre dette publique au-delà de 87% du PIB dès l'an prochain. La France vit à crédit sur le compte de ses enfants et de ses petits-enfants. Nous perdons en crédibilité vis-à-vis de nos partenaires européens comme des marchés financiers. Je ne voudrais pas que nous attendions que la note de notre signature soit dégradée pour que nous prenions les mesures adéquates pour agir. Les États-Unis eux-mêmes ne semblent plus à l'abri du risque souverain. L'administration du président Obama se prépare à de grandes difficultés pour le vote du budget américain, au risque de remettre en cause 800 000 emplois de fonctionnaires à travers le pays. Alors que les inscriptions dans les agences de recherche d'emploi ont atteint aux États-Unis le record historique en mars dernier, le froncement de sourcils d'une agence de notation peut faire trembler Wall Street. Le service de la dette américaine, qui couvre près de 14 000 milliards de dollars, est aujourd'hui suspendu au jugement de l'agence Standard & Poor's. Si même la première économie mondiale n'est plus à l'abri, qu'en sera-t-il de nous, de la France et d'une Europe en dehors de laquelle il existe peu de salut pour notre pays? La stabilité économique et budgétaire en Europe ne se décrète pas, elle se construit dans une concertation renforcée, et c'est dans cette perspective que les parlements nationaux de l'Union européenne aussi doivent orienter leurs efforts conjoints.
Le vote du budget est évidemment une prérogative nationale. C'est notre devoir et notre responsabilité d'élus que d'être vigilants quant à l'emploi des deniers publics. Cette prérogative ne peut être transférée à la Commission ou au Parlement européen. Simplement, cette évidence ne peut plus nous dispenser d'adopter une attitude de solidarité européenne, de solidarité face à la crise et de solidarité dans la prévention de la crise. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne nous a donné l'occasion de renforcer les dispositions prévues au titre 15 de notre Constitution. Les articles 88.4 et 88.6, Philippe Marigny en parlait à l'instant, donnent au Parlement des prérogatives claires concernant le contrôle du principe de subsidiarité. C'est normal et c'était programmé. Il faut aujourd'hui aller plus loin, considérant que des questions aussi importantes et d'intérêt aussi européen que la défense, la garantie des dettes souveraines ou les budgets nationaux et même les recettes du budget européen donnent lieu à vote dans les parlements nationaux. Il nous faut construire le réseau de ces parlements nationaux qui, avec le Parlement européen, pourra appréhender ces questions et rendre compatibles ambition commune et prérogatives nationales. C'est vers une sorte d'écofine parlementaire qu'il faut aller. J'ai eu l'honneur de représenter notre commission des finances à Bruxelles lors d'une récente rencontre, semestre européen, organisée à l'initiative de la Commission économique du Parlement européen avec les commissions des finances des parlements nationaux. Ce fut très utile et très prometteur. Il nous faudra poursuivre en allant plus loin, en envisageant notamment d'éventuelles formes de contrôle. Un contrôle parlementaire concerté sera un gage de lisibilité et de démocratie budgétaire à offrir à l'Europe. Alors le programme de stabilité prendra son plein sens. C'est cette idée que je défendrai notamment lors de la prochaine réunion de la COSAC où j'irai avec notre collègue Jean Bizet notamment, que je cherche, à Budapest dans quelques jours. Avec cette question, nous sommes tout simplement en train de mettre en musique l'article 5 du traité de Lisbonne, qui est venu consacrer le rôle des parlements nationaux dans la construction européenne. On n'avait sans doute pas vu, au moment du vote du traité, à combien d'égards il allait être nécessaire, ni ce que pourrait devenir la portée de cet article. Voilà qui représente une vraie exigence pour nos parlements nationaux. Nous essayons de nous en montrer dignes ce soir. Pour ce qui nous concerne directement et à nouveau ce soir, il nous faut répondre à la question de confiance posée par le gouvernement au titre de l'article 51 de notre Constitution. Nous allons évidemment, quand je dis nous, il s'agit du groupe de l'Union centriste, dire oui. La confiance est une denrée rare et précieuse en ces temps d'instabilité économique et financière, et c'est dans un esprit de confiance et de responsabilité que les sénateurs centristes soutiendront le gouvernement lors du scrutin en approuvant la transmission à Bruxelles de ce programme de stabilité, non sans appeler, je l'ai dit, le gouvernement à faire encore beaucoup mieux à l'avenir. Je vous remercie et je suis arrivé à aller jusqu'au bout sans perdre totalement ma voix. Merci Denis Badré. La parole est à Nicole Bricq pour le groupe socialiste. Bonjour Nicole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous entrons donc dans la procédure dite du semestre européen. Il s'agit de coordonner avant l'adoption des budgets annuels nationaux, ce qui relativise encore plus l'exercice budgétaire de la fin de l'année. Nous devons donc coordonner les politiques budgétaires et économiques en lien avec le pacte de stabilité et la stratégie Europe 2020 qui s'éloigne au demeurant fortement de la stratégie qui avait été définie à Lisbonne. Et le pacte de stabilité est en ce moment même en débat contradictoire pour le moins au Parlement européen, ce qui peut nous poser un petit problème de calendrier puisque nous sommes censés nous coordonner avec ce qui sortira des débats du Parlement et de la Commission, selon la procédure européenne. Alors sur la forme, je consens à cela, il y a un progrès par rapport à l'année dernière. Je rappelle que le Premier ministre avait adressé la trajectoire des finances publiques en début d'année sous forme d'un courrier, alors que nous n'avions débattu de la loi de programmation qu'au début du mois de novembre, quelques jours avant d'aborder la loi de finances annuelle. Alors il pourrait donc s'agir aujourd'hui, comme l'a dit en commission le rapporteur général, d'une actualisation de la loi de programmation, actualisation qu'il a qualifiée par ailleurs d'approximative. J'y reviendrai. En réalité, il faut associer à cet exercice l'examen que nous ferons en juin du projet de loi constitutionnelle censé fixer des règles d'or
supposée contraignante pour réduire nos déficits. Dès lors, l'exercice a une portée tout autre. Et revenant sur ce que la Commission européenne a proposé lors de la présentation au Conseil du semestre européen, elle avait à l'époque pris soin d'indiquer que, je la cite, le nouveau cadre ne représentait en rien une limite à la souveraineté des États nationaux. Et pourtant, c'est bien le président de la Banque centrale européenne qui déclarait il n'y a guère que nous étions dans une quasi-fédération budgétaire. Comprenne qui pourra. Alors, fort bien, mais si tout cela se fait sous l'étroite surveillance des marchés, et Madame la Ministre, lors de la présentation devant nos collègues de la Commission des finances à l'Assemblée nationale la semaine dernière, vous avez bien insisté et vous avez déclaré la France doit impérativement défendre son triple A. Et cet exercice se fait donc sous l'œil des marchés financiers. Mais je voudrais insister sur un autre paramètre, Madame la Ministre et chers collègues, qui est quand même celui des peuples à qui on va demander. Alors on peut se réjouir, on est dans des situations moins pires que d'autres, notamment quand on est un peuple des États périphériques, comme on les appelle aujourd'hui. Mais à ces peuples, on va demander de porter essentiellement l'effort de redressement. Prenons garde, mes chers collègues, au rejet qui se manifeste un peu partout de l'idée même de l'Europe. Tout ce qui se passe chaque jour est en train de déliter l'idée même de cette Europe unie. Alors, une procédure budgétaire, fût-elle constitutionnalisée, peut-elle se substituer au choix démocratique d'une politique et d'une stratégie économique, qui plus est à un an d'une échéance que nous savons comme cardinale, l'élection présidentielle? Certainement pas. Reconnaissons que l'obstacle est de taille quant à l'ampleur de nos déficits. Certes, la crise est passée par là et nous n'en sommes pas encore sortis, mais elle ne saurait exonérer la majorité sortante de ses responsabilités. Son bilan est négatif. Je citerai peu de chiffres. Un déficit public de 7% à la fin de 2010, il était de 2,7 il y a 4 ans, une dette multipliée par 2 en 10 ans. La Cour des comptes avait estimé à 2/3 l'impact des choix budgétaires que vous avez opérés. Et elle note dans son rapport annuel pour 2011, s'agissant de la trajectoire 2010-2013, que le déficit structurel qui atteignait 5% du PIB en 2009 s'était encore aggravé par les baisses durables de prélèvements obligatoires qui ne respectaient pas les règles de la loi de programmation, à peine celle-ci votée. Pour nous, socialistes, le rétablissement des comptes publics est à la fois un objectif de souveraineté politique et un objectif de justice. Nous ne pouvons pas l'ignorer pour le présent et pour l'avenir. Le coût des déficits que vous avez accumulés sera difficile à résorber. Encore faut-il articuler finement le redressement économique, la justice fiscale et la responsabilité budgétaire. Or, la trajectoire budgétaire que vous proposez n'est sous-tendue par aucune stratégie économique. Je veux y insister. En 2007, vous aviez fait le choix du paquet fiscal pour, disiez-vous alors, libérer les énergies de ceux qui, parmi les plus aisés, étaient susceptibles, selon vous, de contribuer à la croissance qu'il fallait aller chercher avec les dents. On sait ce qu'il en fut. Une économie rentière s'est substituée à une économie productive. Et depuis lors, vous êtes en train de détricoter le paquet fiscal sans pour autant substituer à votre stratégie de 2007 une nouvelle stratégie économique capable de retrouver le chemin de la croissance durable, solide et créatrice d'emplois pérennes. Sans compter que les stratégies budgétaires des pays voisins
de la zone euro convergent elles aussi vers l'austérité, ce qui accentuera la faiblesse de la croissance et, ce faisant, compromettra le rétablissement budgétaire. C'est le multiplicateur keynésien à l'envers qui est à l'œuvre. Ces considérations macroéconomiques ne sont pas superflues quand on voit que l'hypothèse de croissance sur laquelle repose la trajectoire que vous transmettez est manifestement optimiste, ce qui ampute quelque peu sa crédibilité. Je vais en dire un mot, vous avez seulement consenti à baisser votre prévision d'un quart de point en 2012. Or, il s'agit de l'année de tous les dangers et le consensus économique table sur 1,8 pour cette année 2012. Même Rexecode a publié ces chiffres en fin de semaine dernière et il correspond à 1,8. Alors vous programmez 2,25 en 2012 et dès 2013, vous retenez 2,5%. Alors, monsieur le rapporteur général, j'ai entendu votre interpellation et je l'avais un peu anticipée dans la préparation de mon petit exposé. Si ce chiffre a été avancé par le PS, il faut préciser que son calendrier n'est pas le même que le vôtre, puisqu'il s'agit de la période 2012-2017. Alors le gouvernement, je n'ai pas fini. Non, attendez, on va parler des recettes et des dépenses. Le gouvernement fait comme si les clignotants étaient ou devenaient verts durablement. Dans votre scénario, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, la consommation tiendra alors que le pouvoir d'achat baisse. C'est désormais avéré. L'amélioration des exportations constatée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lors des derniers trimestres de 2010, deviendra structurelle alors qu'elle est un effet de rattrapage consécutif à l'effondrement de 2009 et que l'évolution de notre commerce extérieur sur la période de 10 ans nous fait perdre chaque année 0,4 points de PIB. Les entreprises investiront, les taux d'intérêt seront modérément relevés et pour finir, l'inflation ne sera que conjoncturelle et le prix du baril de pétrole devrait se stabiliser. Enfin, les collectivités locales, sommées de s'ajuster à la nouvelle donne fiscale et financière depuis 2010, modéreront leurs dépenses alors qu'elles pourraient légitimement avoir des besoins de financement en milieu de cycle électoral, je pense aux municipales. Et Monsieur le Ministre, vous vous êtes satisfait tout à l'heure d'un chiffre définitif du déficit pour 2010 de 7% au lieu des 7,7 qui avaient fait l'objet déjà d'un réajustement. Je voudrais quand même vous rappeler, mais vous le savez très bien, que les collectivités locales ont contribué à la moitié de la réduction du déficit en 2010. Alors ce scénario, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, est un conte, mais il n'y aura ni fée ni prince charmant. Et ce conte devrait nous conduire à un ajustement de 4 points de PIB. Et pour satisfaire à la demande justifiée du rapporteur général, 4 points de PIB, ça fait 80 milliards. Alors que vous allez chercher en pressurant la dépense. Et l'année dernière, je reviens à votre scénario, je vais parler des dépenses et des recettes, mais l'année dernière, le rapporteur général, vous avez, et nous l'avions soutenu dans sa demande, vous avez posé une question, je la reprends, en cas de variation à la baisse de l'hypothèse de croissance, quels ajustements proposez-vous? Une compression supplémentaire des dépenses? Laquelle? Une hausse des prélèvements et laquelle? Et je crois qu'on peut vous reposer la même question cette année. Le rapport de la Commission chiffre par ailleurs une variation de 0,5 points à la baisse de la croissance à une augmentation du ratio dépenses-PIB à 0,25 points. Et si l'élasticité des recettes est moindre, l'impact sur le solde peut être double. J'en conclus que
même si je ne suis pas là pour parler à sa place, mais que, à la lecture du rapport écrit, que le rapporteur n'est pas définitivement convaincu de la trajectoire qui nous est proposée. Et il faut bien de plus constater que la documentation dont nous disposons est très lacunaire. Elle ne nous permet pas d'étayer la crédibilité de votre trajectoire. Ces lacunes se constatent sur l'exécution budgétaire 2010 et a fortiori sur les années suivantes, mais il ressort des travaux du rapporteur que, s'agissant des dépenses documentées, l'objectif d'une croissance des dépenses limitée à 0,6% n'est pas vérifié pour l'année 2011 et a fortiori pour les années suivantes. Le volet dépenses. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Vous venez de suivre une partie de la déclaration du gouvernement au Parlement sur le programme de stabilité européen. Dans ce programme, la France s'engage à réduire son déficit public à 3% du PIB d'ici à 2013. François Baroin, ministre du Budget, a d'ailleurs rappelé devant les sénateurs que la France allait continuer de maîtriser sa stratégie rapide des dépenses publiques, quelle que soit la conjoncture économique. Cette déclaration sera soumise d'ici quelques instants à un vote du Sénat avant d'être transmise aux institutions européennes. Je vous donne rendez-vous demain sur notre antenne à 10h30 pour suivre d'ailleurs la suite de ce débat. En attendant, je passe la main à nos collègues de LCPI Assemblée nationale et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonsoir.